Cette vidéo contient du spoil pour la fin de la dernière saison de l'Attaque des Titans. Je sais que la question de la moralité d'Eren n'est pas si importante que ça avant ce point-là, donc vous l'avez probablement déjà vu, mais je préfère prévenir au cas où. Hey, tu fais quoi? Hein? Des recherches. Je vois ça. Non, vraiment, je suis en train de faire des recherches pour une vidéo sur l'Attaque des Titans. Ah, ok, donc t'es prêt à répéter en boucle pendant une demi-heure que la fin est une déception et que t'as perdu 10 ans de ta vie à simper sur Levi. Non, mais genre, pas du tout. Ah, ok, t'es un de ceux-là, tu vas répéter en boucle pendant une demi-heure que la fin est parfaite, que les gens qui l'ont pas aimé sont des haters, le tout pour justifier le fait d'avoir simpé 10 ans sur Levi. Pourquoi faut absolument simper sur Levi? Je sais pas, c'est juste comme ça. Tu sais, le seul contact humain que j'ai eu dans les 7 dernières années, c'est des posts Reddit. Ah, ok. T'as appris à t'exprimer comme un homme de paille pour représenter les minorités problématiques d'une œuvre. Tout à fait, et ça vient donner une mauvaise réputation à l'œuvre et à la communauté des fans d'anime et de manga en général. Ah, ok. Ça explique beaucoup de choses. Je peux travailler tranquille maintenant? Ouais, d'accord, mais juste une petite question. Si t'as pas détesté la fin, mais que tu trouves pas que c'est la meilleure fin de l'histoire des mangas, t'es où là-dessus? Je suis dans le milieu, je comprends pourquoi depuis 2021, tout le monde me dit « Fais attention, tu vas être déçu, même si j'ai bien aimé la fin. » Ok, tu prévois présenter ton point de vue de façon juste et efficace, le tout en amenant à la fois subjectivement et aussi proche qu'il est possible d'être de l'objectivité, le bon et le mauvais dans l'Attaque des Titans. Exactement, le tout dans le but d'analyser le personnage principal d'un point de vue moral et de dire si c'est oui ou non possible de l'apprécier quand même et vice-versa. Ça m'a l'air d'une bonne idée respectueuse et inclusive qui va permettre à tout le monde d'échanger dans la joie, le respect et la bonne humeur. Yep, moi aussi, c'est même dans cette optique que j'ai commencé à écrire le texte. Tu vas recevoir des menaces de mort, hein? J'ai déjà commencé à fortifier les murs de ma chambre et j'ai des provisions pour tenir 2 ans en cas de siège de fans toxiques. Sage décision. Ouais, malheureusement, je le sais que c'est nécessaire. Sur ce, Eren Yeager. Il y a presque un an maintenant, j'ai commencé une nouvelle émission sur la chaîne qui s'appelle Analyse du mal, avec notre premier épisode sur Lord Voldemort. Le pourquoi du comment, c'est que je me suis dit qu'un mauvais protagoniste est souvent à l'image de son œuvre. Encore plus quand t'as pas des bons sidekicks pour venir sauver le récit de la noyade. Par contre, un mauvais antagoniste, il peut être détesté comme il peut être adoré. Le pire qui peut arriver à un méchant, c'est qu'il en devienne oubliable. Bref, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile de rater un protagoniste, mais que, paradoxalement, c'est toujours plus efficace de réussir son antagoniste. Et depuis le temps, vous le savez, c'est pour ce genre de réflexion absolument sans queue ni tête, basée absolument sur de la subjectivité, que vous devriez penser à vous abonner, activer la cloche, ainsi qu'à nous laisser un like et un commentaire, le tout en partageant la vidéo. Vous imaginez pas à quel point c'est utile. Mais bref, selon moi, le fait qu'un méchant puisse être autant adoré que détesté sans influer sur la totalité de la qualité de l'œuvre, c'est ce qui fait, je pense, que les analyses du mal sont mes vidéos les plus populaires sur cette chaîne. Dans ces vidéos, on a vu des méchants basiques qui veulent le pouvoir à des fins égoïstes, des personnages qui sont tout sauf mauvais mais qui viennent rejoindre cette catégorie du seul statut folklorique et social qu'ils possèdent, des antagonistes qui sont de la réflexion profonde sur la méchanceté et sur la route qui y mène, et bien sûr récemment des méchants qui pourraient être le héros de leur propre histoire si ces points de vue étaient plus exploités. Et en avril dernier est sortie une vidéo très particulière. L'analyse du mal sur Eren Yeager, à la fois le protagoniste et l'antagoniste de l'anime L'Attaque des Titans. Je n'ai jamais été super satisfait de cette vidéo. Pourquoi? Parce que entre-temps, les vidéos sont devenues plus longues, plus élaborées, j'ai pris l'habitude de faire plus de recherches et de dire les choses un petit peu plus comme elles sont que de juste dire des vagues réflexions sur la philosophie et la santé mentale. Et parce qu'entre-temps, j'ai aussi fini l'histoire de l'Attaque des Titans. Oui, je suis un de ces plebs qui ne fait que regarder l'anime, alors que le manga, ça fait 3 ans qu'il est terminé. Mais bref, en finissant l'histoire, mon point de vue sur Eren et même sur le concept de moralité dans cette œuvre, ça a énormément changé et je me suis commencé à me poser des questions. Des questions par rapport à la fin de la série, par rapport à Eren et par rapport à si oui ou non il est un véritable méchant. Vous pouvez donc considérer cette vidéo comme une suite directe à la première vidéo qui bien sûr vous attend en description. Sur ce, salutationalisation et bienvenue à Faits et Fiction, l'émission où on analyse la culture. Aujourd'hui, on replonge dans le monde de l'Attaque des Titans et on tente de démystifier le vrai du faux une fois pour toutes pour répondre à une question: Eren Yeager est-il méchant? La moralité dans SNK.
Que ce soit clair, c'est très rare quand on parle d'une œuvre de fiction qui dépasse la target audience des 5 ans et moins, qu'on parle de gentils et de méchants à proprement parler. Dans cette vidéo, je vais très souvent faire référence à Eren comme un méchant ou un vilain, mais c'est principalement pour remplacer l'appellation antagoniste. Et vous le savez, à la fin de chaque vidéo, je classe mes personnages sur le tableau d'alignement de Donjons et Dragons, et quand on parle de méchant, on parle de quelqu'un qui est aligné de façon mauvaise. Et si vous ne vous rappelez pas qu'est-ce que c'est l'alignement Donjons et Dragons et qu'est-ce que c'est une mauvaise action, soyez bien sûr d'aller visionner notre vidéo sur le sujet, elle vous attend en description. L'attaque des Titans en elle-même est très particulière au niveau de la narration. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que les épisodes avancent, non seulement les personnages et l'histoire évoluent, mais le genre de narration aussi. Plus l'histoire se concrétise, plus les personnages considèrent qu'ils vont devoir poser des actions qui sont moralement très discutables pour arriver à leur fin. Un excellent exemple vient quand Eren démontre la capacité de se transformer en titan et que le capitaine Levi va le battre sauvagement devant témoins pour montrer qu'il n'est pas un danger. Bref, typiquement ce que ferait un des gentils. Mais Levi, c'est un seul personnage. Au début, notre Golden Trio, c'est Armin, Mikasa et Eren, qui ressemblent à des héros traditionnels. Jusqu'au moment où apparaissent les titans colossaux et cuirassés pour détruire le mur et laisser entrer d'autres titans pour dévorer la population. Ce passage de l'œuvre se terminera avec Eren qui va amorcer son arc narratif. Je vais les éliminer de ce monde. Je vais exterminer tous les titans. Tous jusqu'au dernier. J'en fais le serment. Ici, c'est clair, l'arc narratif d'Eren, il va tourner principalement autour de la colère et de la vengeance, pas exactement des motivations très nobles qu'on peut voir chez un protagoniste de manière générale. Comprenez-moi bien, des protagonistes comme Batman ou Spider-Man qui ont des histoires tragiques, ça existe. Mais de manière générale, ces histoires tragiques leur servent de leçon, et c'est pour ça qu'ils agissent pour le bien pour éviter que quelqu'un d'autre ne souffre comme eux ils ont souffert. Eren, c'est purement de la vengeance, et je l'ai dit très souvent dans mes vidéos, la vengeance est par définition chaotique, mauvaise. Pourquoi? Parce que c'est une action qui vient blesser quelqu'un par pur égoïsme. Mais aussi, c'est un passage qui vient bien set-up c'est quoi l'attaque des Titans, à savoir une histoire d'horreur et de survie dans un monde à la Cronenberg rencontre Godzilla. Et l'horreur dans l'attaque des Titans, elle tourne selon moi autour d'une chose, la survie. Ni les personnages ni les spectateurs ne savent exactement ce qu'il y a derrière les murs et d'où viennent les Titans, ce qui vient ajouter à la peur que les personnages peuvent ressentir et communiquer à travers la narrative. L'humanité a redécouvert ses sentiments qu'elle avait oubliés depuis près d'un siècle. La terreur de n'être qu'une espèce dominée. L'humiliation de vivre enfermé dans un enclos. Comme du bétail. Mais au fur et à mesure, les personnages vont obtenir des réponses par rapport à ces questionnements. Et plus ils obtiennent des réponses, plus le mystère se concrétise. Ce qui était à la base une histoire d'horreur devient progressivement une histoire d'enquête. On découvre qu'il y a un complot autour des murs, autour de la politique de cette société, et que ce qui était à la base une histoire de gentils humains contre de méchants titans, c'est en fait une histoire de gentils humains contre de méchants titans, mais aussi qu'il y a des méchants humains qui ont des buts plus égoïstes et politiques. C'est pour ça que le bataillon d'exploration, ils peuvent faire des coups d'État, maltraiter et torturer des prisonniers de guerre et exécuter des gens de sang-froid. Parce que l'histoire est racontée de leur point de vue, et que de leur point de vue, ils n'agissent que dans l'idéal d'un monde meilleur. Éventuellement, l'anime va se transformer en drame politique qui parle de guerre, d'espionnage et bien entendu de moralité grise. On finira par apprendre que le peuple d'Eren, les Eldiens, vit en fait sur ce qu'il n'est pas du tout Madagascar et que son peuple fut envoyé en exil dans ces terres par le peuple rival, les Mars. Les quelques premiers épisodes de la saison 4 serviront à introduire cette nouvelle civilisation, ainsi qu'à donner une bonne introspection sur un personnage bien particulier, Reiner. J'ai dit au début de la vidéo que le trio qu'on suit principalement, c'est Eren, Armin et Mikasa, mais encore une fois, c'est une question de point de vue. Si l'animé et le manga avaient commencé un petit peu plus tôt à Marley, avec, disons, Bertholdt, Reiner et Annie comme trio principal, l'histoire aurait eu tout autant de sens. Dans le sens où, dans les deux cas, le spectateur aurait suivi un trio d'enfants nés dans un monde cruel qui se voient octroyer de grands pouvoirs qu'ils vont utiliser pour venir à bout d'un ennemi qu'ils ne connaissent que de nom. Si les premières saisons viendront dépeindre Reiner comme un antagoniste pur et dur et un rival de Eren, c'est seulement à la saison 4 qu'on verra à quel point il est brisé à l'intérieur et qu'on commence à réellement en pâtir avec. J'ai mis très longtemps à réapprécier Reiner après avoir compris ce qu'il avait fait, et encore plus longtemps à dire que j'étais prêt à le pardonner. Et encore une fois, entre gros guillemets, Reiner, il va avoir sa rédemption quand il va rejoindre le camp des personnages principaux. Et je dis rédemption, mais dans les faits, c'est très complexe comme question. C'est possible pour Reiner de se ranger pas chez les gentils, mais bien chez les personnages principaux. Pourquoi? Pas parce qu'il a eu une grosse rédemption, pas parce qu'il a extrêmement souffert, même si dans les deux cas, c'est assez vrai. C'est parce que Reiner, narrativement,
narrativement parlant, il a pris du recul. Si l'attaque des Titans évolue dans son genre narratif au fur et à mesure que l'histoire avance, il y a quand même des thèmes qui, à mon sens, seront toujours présents, à savoir la survie, la guerre, la politique et l'amitié. Le tout bourré de références historiques, et là, vous commencez à comprendre le problème. Si l'histoire de l'animé s'inspire de l'histoire humaine, ça devient plus difficile de parler de gentils et de méchants. Expérience personnelle, j'avais un professeur d'histoire qui me dit un jour, sais-tu c'est quoi la différence entre un criminel de guerre et un héros de guerre? La seule vraie différence, c'est que le héros de guerre revient victorieux. Par exemple, la guerre d'indépendance. Je suis Canadien, je vais donc parler d'expérience canadienne. Moi, on m'a appris globalement que c'était les gentilles 13 colonies contre les méchants Britanniques. Enfin, c'est ce qu'on aurait dû m'apprendre. J'allais à une école où les profs d'histoire sont connus pour être assez objectifs par rapport à l'histoire. Mais bref, est-ce que vous le saviez, vous, que les révolutionnaires torturaient les loyalistes à la couronne, allant jusqu'à leur faire boire du thé bouillant de force? Étrangement, c'est pas quelque chose que j'ai vu dans Le Patriote avec Mel Gibson. Et dans l'attaque des Titans, c'est globalement pareil. La guerre fait faire aux personnages principaux des choses qui sont objectivement très discutables et grises au mieux. Et ça, l'auteur du manga, Hajime Isayama, j'ai pas l'impression qu'il s'en soit caché. Par exemple, le Major Erwin semble être inspiré par Ozymandias, l'antagoniste du comic Watchmen. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Erwin est un peu le leader de l'humanité contre les Titans pendant son mandat. Il ne devait jamais être questionné parce que tu sais que s'il te dit de monter sur ton cheval et d'aller crever pour donner à son second la chance de porter un coup à l'ennemi, tu le fais. Pourquoi? Parce que c'est dans l'espoir d'un monde meilleur. Quelque chose d'encore plus bizarre, Isayama, il a dit qu'Erwin, il devait représenter un peu l'idéal de la justice américaine, le genre de sentiment que tu as en regardant des personnages comme Superman ou Captain America. Et là, vous me direz, ouais, blablabla, moi je l'avais vu tout de suite, Erwin, c'est une représentation de Superman, de Captain America, soit. Pour nous occidentaux, c'est simple, ça se voit directement, on a grandi là-dedans. Mais Hajime Isayama, c'est un Japonais qui a donc écrit une œuvre japonaise. Et, connaissant l'histoire militaire du Japon, glorifier un peu l'image de la justice américaine, ça reste un choix très curieux. Erwin est donc un personnage issu d'une œuvre japonaise basée sur des personnages issus d'œuvres américaines avec un physique et un nom qui rappellent fortement ce que l'armée allemande véhiculait comme idée de perfection pendant le 20e siècle. Écoutez, j'essaye d'éviter de faire des comparaisons avec ce qui se passait en Allemagne entre 1939 et 1945, mais quand on parle de l'attaque des Titans, c'est pas très facile. Et ça, c'est pas que pour Erwin. On a d'autres personnages comme le tristement célèbre Dot Pixie. Pixie étant lui aussi dans le même camp que les protagonistes, mais inspiré de Akiyama Yoshifuro, commandant de la garde impériale du Japon. Yoshifuro, il était un haut gradé de l'armée impériale japonaise qui s'est déployée en Chine et en Corée. Bien évidemment, il doit y avoir des choses horribles qu'il a faites ou qui ont été faites sous son commandement, même si d'après mes recherches, ça n'a pas l'air d'avoir traversé l'histoire. Et ici, je tiens à peser mes mots parce que si vous avez vu la vidéo du Tropper qui est sortie il y a à peu près un mois si je ne m'abuse, vous savez qu'il y a eu énormément de désinformation par rapport aux inspirations de l'attaque des Titans, par rapport à Isayama, par rapport à ses croyances politiques et à ce que son œuvre veut véhiculer comme message. Soyez donc sûr de bien faire vos recherches avant de condamner qui que ce soit. Oui, je sais, on est sur Internet, on n'est pas là pour checker les sources, bref, ce que je veux dire. Pourquoi avoir pris des figures qui peuvent être controversées selon le public cible pour en faire des personnages sous lesquels le public cible doit se rallier? Parce que c'est ça le principe d'un protagoniste et surtout dans l'attaque des Titans, c'est qu'on se rallie derrière le bataillon d'exploration. On voit leurs rêves de liberté et de sécurité et on veut vraiment les voir heureux. Ce qui est selon moi une des grandes forces de l'attaque des Titans, l'émotion ressentie par les personnages est communiquée de manière magnifique aux spectateurs. Parlons-en donc vite de comment cette politique du monde réel peut s'appliquer à l'attaque des Titans. Je vous invite, si vous voulez un avis plus poussé, à aller voir quelqu'un qui a des compétences pour en parler. Le Japon possède un courant dit pseudo-révisionniste, c'est-à-dire un courant qui a tendance à regarder l'histoire et à la réinterpréter. C'est un pays qui, en plus de en ce moment se remilitariser, a, à travers l'histoire, commis bon nombre d'atrocités. Tu me diras, comme la plupart des pays du globe. Mais toujours selon mes recherches, le Japon, ça n'a pas l'air d'un peuple qui reconnaît très facilement ces épisodes tragiques. Ils n'ont jamais fait le travail de recul que, disons, les Allemands ont fait par rapport à leur histoire. On peut donc imaginer un jeune Hajime Isayama commençant à travailler sur son manga, voulant y mettre des références historiques et se rendant compte à travers des recherches que ce que lui connaît de l'histoire n'est qu'une infime parcelle de vérité et que surtout son point de vue ne colle pas avec le point de vue du reste du monde. On peut donc s'imaginer qu'en faisant ses recherches, Isayama il s'est rendu compte que la guerre c'est pas une histoire de gentils et de méchants, que c'est avant tout une histoire de contexte, de politique, de prise de pouvoir et de décision qui mène à cette guerre. Probablement pourquoi il a décidé de faire de tous ces personnages des personnages qui, pris hors contexte et hors point de vue, commettent des actions très
grise, au mieux moralement. Du moins, c'est ma lecture de l'œuvre, et si vous avez quelque chose à ajouter, la section commentaires est toujours ouverte. Mais bref, la question se pose. Si oui, c'est simplement une question de point de vue. Qu'est-ce qui différencie les mauvaises actions, disons, de Armin, Mikasa et Levi des actions de Eren? Différence étant, Eren, c'est une grosse victime. Victime de quoi? Du déterminisme. Le choix et la liberté. Le fait d'être oui ou non libre, c'est un thème qui est présent tout au long de l'œuvre. Par exemple, le deuxième opening se nomme Les ailes de la liberté, ailes représentées sur le blason du bataillon d'exploration. Ce qu'on peut relier à Eren, vous le savez, Eren, son famille, c'est Jäger, et Jäger en allemand, ça veut dire chasseur. Mais fait un petit peu moins connu, un Jäger, c'est aussi un oiseau. Ce qui vient englober Eren dans une jolie métaphore, il est un oiseau avec les ailes brisées, et les murs censés le protéger ne sont, de son point de vue, en fait, qu'une cage l'empêchant de prendre son envol. Le thème des oiseaux revient très souvent dans l'Attaque des Titans, c'est même l'image d'ouverture de l'animé, deux oiseaux volant vus par Eren. Ensuite, on voit les murs de haut où les oiseaux volent au-dessus du Titan. Le message est, selon ma lecture, Eren est en cage et contemple une liberté qui lui est inaccessible. Jusqu'à ce qu'on passe à une scène flashback où est-ce qu'on voit le bataillon d'exploration se dessiner dans un zoom arrière, depuis le logo avec deux ailes avant de s'en prendre à un titan. Le bataillon d'exploration est hors des murs, donc hors de sa cage, prêt à se battre. Eren, il est à l'intérieur des murs, impuissant et emprisonné. Ici, Eren, il est juste un enfant physiquement, il est très faible. Comment je vois ce message, c'est que l'attaque des titans dépeint un monde où non seulement seuls les forts survivent, mais seuls les forts ont le droit d'être libres. Ici, on a l'allégorie de l'oiseau pour Jäger, passons donc à l'allégorie du chasseur. Unité d'attaque, passez en manœuvre tridimensionnelle, préparez-vous au combat. Vous avez une seule cible. Votre objectif est de la neutraliser, puis d'établir la première base extramurale de l'humanité. Vous n'êtes pas sans savoir que Eren et Mikasa se sont frottés à des kidnappeurs quand ils étaient petits. Et au moment où Mikasa se rend compte qu'elle doit tuer un kidnappeur, on voit un flashback dans le flashback où une menthe religieuse va venir tuer une mythe et où son père ramène un canard mort. Ce monde est cruel. C'est alors que mon corps cessa de trembler. Pas toi. Dans les deux cas, c'est un prédateur qui a tué pour survivre dans l'ordre naturel des choses. Idée que Eren va venir renforcer. Bats-toi, Mikasa! Si tu ne gagnes pas, tu meurs, tu ne peux pas gagner sans te battre! Encore une fois, rappelons ce thème récurrent comme quoi seuls les forts survivent et seuls les forts ont droit à la liberté. Idée renforcée par la fin de l'histoire où Mikasa va trouver la force d'exécuter Eren devant le fantôme d'Ymir. Ymir, c'est celle qui a eu en premier droit au pouvoir des titans. Ancienne esclave, elle va tomber amoureuse de l'ancien roi Fritz qui la traite comme une arme de guerre. C'est ça que la scène où Mikasa embrasse Eren devant le fantôme de la jeune veut dire. Mikasa a su s'affranchir de l'amour d'une relation toxique due à une action posée par Eren, ce que Ymir n'a jamais vraiment pu faire face au roi Fritz. Mikasa, ça veut pas dire qu'elle n'aime pas Eren, ça veut simplement dire qu'elle a réussi à trouver la force de s'extirper de cette relation, quelque chose que malheureusement Ymir ne pourra jamais faire. C'est via une incapacité de se tenir debout malgré sa puissance colossale que Ymir a commencé cette guerre, et c'est via la force de s'opposer à Eren malgré qu'il est physiquement surpuissant que Mikasa va la terminer. Venant donc s'affranchir de ce déterminisme, de sa propre destinée, ce que Eren ne pourra jamais faire. Pourquoi? Parce qu'il le savait, qu'il n'était pas capable. Dit pour la première fois dans la saison 3, on apprend que le titan variable d'Eren, le titan assaillant, son pouvoir, c'est le pouvoir du souvenir. Eren a accès à tous les souvenirs de tous les utilisateurs du titan assaillant, incluant ses propres souvenirs, qu'ils soient passés, présents ou futurs. Eren, il peut voir son propre avenir, ce qui par rapport à son propre titan l'enveloppe dans une très jolie ironie. Revenons au début, même quand Eren intègre le bataillon d'exploration, il apprend à se battre tranquillement, mais il vit encore comme du bétail. Il est à l'intérieur d'une cage et les titans, ils n'attendent qu'une bonne occasion de venir le dévorer. À ce moment, Eren, il est tout sauf libre, mais il veut être libre et il pense qu'il en est capable. Ensuite, Eren va réveiller le pouvoir de se transformer en titan. Maintenant, il est plus fort, il est plus grand, il est capable de rendre les coups à ses adversaires. Il devient plus puissant, il entrevoit une possibilité de liberté. On a même cette scène dont j'ai déjà parlé où Eren soulève le rocher qui est à la fois une référence au titan Atlas qui porte le monde sur son dos, mais aussi un symbole d'Eren qui porte l'espoir de l'humanité à bout de bras. Le titan Atlas ne porte pas vraiment le monde sur son dos, il soutient le ciel pour éviter que ça lui tombe à la gueule en signe de punition pour la titanomachie de la part de Zeus. Je suis sûr que tous les fans qui sont juste tombés sur cette chaîne parce qu'ils aiment l'attaque des titans n'ont rien à battre de la mythologie grecque trouveront cette information passionnante.
jusqu'au moment où Eren va toucher la main d'Historia dans la saison 3 et où il va réveiller ce pouvoir de titan. Eren peut maintenant voir l'avenir. On penserait qu'il a un avantage, que ça le rend assez puissant pour obtenir cette liberté, mais non. Eren, c'est pas Doctor Strange. Il voit pas 14 605 possibilités de futur. Il en voit une seule, celle qui va arriver. Comme il le dit lui-même à Armin, une fois que son pouvoir de titan s'est éveillé, c'est comme si toutes les époques existaient en même temps de son point de vue. Si vous voulez, disons que demain vous interagissez avec Eren, eh bien Eren aujourd'hui, il va avoir l'impression que ça se passe aujourd'hui et que ça se passe après-demain et après-après-demain. Il va avoir l'impression que ça s'est passé la semaine dernière. Bref, c'est impossible pour Eren de dire à quel moment sa forme physique existe parce que de son point de vue, toutes les époques existent exactement en même temps. Nous amenons donc au grand terrassement. Pour lui, c'est autant un plan futur qu'un souvenir, qu'un présent qui arrive devant ses yeux. Il est comme un spectateur qui re-regarde sa série préférée. Il peut l'apprécier, il peut en faire l'expérience, mais il ne pourra jamais malheureusement en changer une seule ligne de dialogue. C'est ce qui rend Eren beaucoup moins libre que les autres dans cette lecture de l'œuvre, parce que tout ce qui devait arriver non seulement va arriver, mais de son point de vue est en train d'arriver en ce moment. Eren, en devenant témoin constant de cet avenir, il a perdu quelque chose. Il a perdu son ignorance. Ignorance partagée par tous les autres personnages, mais avec l'ignorance vient quelque chose d'autre auquel Eren n'a pas droit, à savoir l'espoir. L'espoir d'un monde meilleur, autant par rapport à la vie de ses amis qui pourraient ou non connaître un avenir sans violence ni guerre, que par rapport à lui-même. C'est quand même une très grosse partie de la fin de l'œuvre. Des personnages comme Armin et Mikasa vont passer des épisodes et des chapitres à se demander s'ils doivent vraiment tuer Eren pour en finir avec son plan qui est totalement diabolique, ou s'il est possible de l'arrêter, le maîtriser, peut-être même de se demander si une réhabilitation et une rédemption est sur la table. Ce qui est une façon un petit peu naïve de voir le grand terrassement. Mais au moins avec cette façon naïve, les personnages ont une petite dose d'espoir. Versus Eren qui est devenu victime de ce déterminisme à la seconde où son pouvoir de titan s'est éveillé. Il était toujours destiné à poser les actions qu'il a posées. De son point de vue, Eren n'avait simplement plus le choix. Et ce manque de choix et de liberté, c'est justement ce qui fait que, selon moi, Isayama n'a jamais voulu faire de Eren un vrai antagoniste pur et dur qui fait le mal parce qu'il est méchant, mais plutôt un antagoniste qui pose des actions qui font poser des questions aux lecteurs et aux spectateurs. Et malheureusement, s'il y a un personnage qui vient prouver mon point, eh bien c'est un personnage qui va arriver assez tard dans l'œuvre. Gabi. Bon, comme tout le monde au début, je détestais Gabi, mais est-ce qu'on peut me blâmer? Elle a tué Sacha! Sacha, c'est la fille à la patate, mais aussi c'est un personnage très appréciable. Sacha, selon CBR.com, qui est un des grands sites qui relate tous les faits de la pop culture en ce moment, qui, je le reconnais, a tendance à faire de gros raccourcis, eh bien Sacha est leur 7e personnage le plus populaire. Par contre, sachez-le, sur le site officiel de l'Attaque des Titans, la première fois qu'on a fait un sondage de popularité, elle est arrivée en 4e position. Vous vous rappelez à la saison 2, ce moment où Sacha, elle va faire du 1v1 contre un titan de 2 mètres pour protéger un enfant? Ben sachez-le, à la base, elle devait mourir ici. C'est juste que quand Isayama est venu pour pitcher ce moment à son éditeur, l'éditeur aimait tellement Sacha qu'il s'est exilé hors de son bureau et qu'il a commencé à pleurer. Monsieur... Ça va? Il a tué la fille qui mange des patates. Ben ça va, il y en a plein des bons personnages. Qui va être la jolie fille drôle qui balance le sérieux maintenant. Elle est pas obligée non plus de mourir maintenant. Oh, la fatalité est inévitable. Je crois que je vais aller ouvrir un établissement où les gens viennent se baigner dans des sources d'eau chaude. Entre ensuite Gabi, personnage absolument détestable, qui met une balle dans le ventre de Sacha et passe son temps à s'énerver comme un chien enragé. Ça a beau n'être qu'un enfant, tu comprends à quel point c'est une petite teigne, le mal absolu, un animal à exécuter et que... Gabi va ensuite avoir un arc de remise en question suivi d'une sorte de rédemption. Pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais vraiment été un antagoniste. Gabi est la cousine de Reiner et elle fait partie du même programme d'enfants soldats que lui. Elle a été élevée à détester les habitants de l'île du paradis. D'une certaine façon, elle ne fait que rendre sa patrie fière en achevant un de ces monstres présents sur son territoire. Ce qui, de la part de Gabi, oui, est une façon assez naïve de concevoir la chose. Mais le fait étant que le fait que Gabi soit naïve, c'est ce qui fait d'elle une arme aussi redoutable. Elle a été entraînée et endoctrinée, mais elle n'a jamais appris à se poser les bonnes questions par rapport à la moralité de ce qu'elle fait. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle vit simplement pour servir Marley et pour tuer ses ennemis. Et en plus, Gabi, c'est une réflexion de Eren. Ce sont deux enfants ayant grandi dans un monde cruel qui, à un jeune âge, verront leur maison
maison attaquée par un titan. La colère grimpera en eux jusqu'à ce qu'ils développent une haine envers les envahisseurs où ils jureront de tous les exterminer. Il y a cependant 4 différences clés entre Eren et Gabi. La première, c'est que Gabi est une petite fille, Eren était un petit garçon. Je pense pas que qui que ce soit pense que Gabi soit un énorme message féministe ou que quelconque homme avec la masculinité fragile et mal placée pense qu'elle est là pour venir diffamer les hommes. Quoi qu'on est sur Internet, ça m'étonnerait plus et peut-être que ça joue, mais moi, dans ma lecture de l'œuvre, c'est pas là que je veux aller. Mais la première vraie différence importante selon moi et la plus évidente, ils font allégeance à un côté différent de la guerre. Comme Eren est avec les Eldiens de l'île Paradis, on peut plus facilement le voir comme un gentil parce qu'il affronte les antagonistes aux personnages principaux, Eren étant lui-même le protagoniste. Ensuite, la haine de Eren est en premier lieu dirigée contre les titans, versus celle de Gabi qui est dirigée contre des vrais gens que l'on connaît après 3 saisons à les côtoyer. Différence qui deviendra vite superficielle à la fin de la saison 3 quand Eren va retourner sa haine contre les personnes de Marley et comprendre que l'attaque des titans n'est simplement que la manifestation physique des conséquences de cette guerre et donc déclencher le grand terrassement. Finalement, dernière différence, Gabi, elle va parvenir à mettre sa haine de côté pour encore une fois l'espoir d'un monde meilleur, pour arrêter Eren et aider à venir à bout du grand terrassement. Gabi représente donc ce que Eren aurait pu devenir. Quelque chose que j'ai dit très souvent sur cette chaîne, principalement dans mes vidéos Analyse du mal, où je dis qu'un antagoniste est ce qu'un protagoniste pourrait devenir s'il ne s'écarte pas d'un certain chemin ou s'il continue à faire certains mauvais choix. Bref, l'antagoniste, de manière générale, quand j'arrive à cette conclusion, il représente ce que le protagoniste pourrait devenir si ses buts et sa personnalité sont corrompus par le mal. Mais dans le cas d'Eren et Gabi, cette dernière représente surtout une version de Eren non corrompue, ce qui aurait pu devenir s'il avait mis ses pouvoirs au profit du bien et surtout pourquoi cette possibilité ne lui a pas été techniquement offerte. Parce que sans bout de ligne, la seule vraie différence entre Eren et Gabi qui compte vraiment, la même différence qu'entre Eren et Mikasa, Eren et Levi, Eren et Armin, c'est que Gabi, par rapport à Eren, elle est libre. Liberté de choisir qui a été offerte à Gabi et non à Eren. Cette liberté de choisir qui a mené Gabi à bien sûr faire le bon choix une fois qu'elle avait pris du recul. Quelque chose qu'Eren, il a juste jamais eu le droit de faire. Ce qui nous mène bien sûr à la tristement célèbre conclusion de l'œuvre. Eren est-il mauvais? Pour répondre à cette question, il va falloir prendre tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, le mettre en perspective par rapport à la fin de l'œuvre. La fin de l'attaque des Titans, c'est quelque chose qui a fait énormément parler d'elle, qui en a même déçu plus d'un. Ce qui est en fait un doux euphémisme. Ça partait de personnes qui écrivaient des fanfictions et qui en venaient à réécrire la fin du récit, à d'autres qui décidaient d'envoyer des messages de mort à Isayama et son équipe. Vous savez, des fois, je fais juste lire les commentaires sous les vidéos, je me rappelle que ce genre de comportement existe et je me trouve très chanceux d'avoir une communauté qui est relativement saine. Sans dire que je trouve ces comportements justifiables, parce qu'ils ne le sont absolument pas, eh bien je comprends, même si moi je l'ai bien apprécié, que la fin de l'attaque des Titans, elle puisse décevoir. Personnellement, moi qui regarde l'anime, je trouve que les moments pas trop importants traînaient trop en longueur, que les moments clés étaient assez bâclés, et en termes de mise en scène, c'était comme toujours magnifique, mais j'aurais aimé voir plus de ce spectacle. En fait, ce point de vue-là a même inspiré un chapitre spécial qui se trouve à la fin du 34e et dernier tome du manga. Un chapitre où Eren, Mikasa et Armin vont voir un film au cinéma, conclusion d'une grande saga, et où les 3 amis vont représenter les 3 réactions que les fans ont eues par rapport à la fin de l'œuvre. Là où Mikasa est heureuse de cette fin et pense que c'est une conclusion parfaite, Armin est déçu de ne pas avoir eu de réponse à toutes ces questions et trouve la conclusion insuffisante. Vient ensuite Eren, qui dit simplement être content d'avoir partagé avec ses 2 amis le magnifique voyage à travers cette œuvre de fiction. Je me permets de faire ce petit aparté ici. Si la moralité est au centre des questionnements de SNK, c'est surtout à la fin qu'on en vient à se demander purement et durement est-ce que Eren était un gentil ou un méchant. Et donc c'est pour ça que je dérive un peu sur la fin, sur ce qui s'est passé, parce que est-ce que Eren est bon ou mauvais, c'est littéralement le sujet de la vidéo. Pour moi, la fin dans sa forme reste assez bâclée, mais dans son fond reste excellente. Pourquoi? Parce qu'elle est mystérieuse mais existe pour nous faire poser des questions. Exactement comme le personnage de Eren. L'histoire se termine sur les funérailles de Eren. À côté de l'arbre où Ymir a obtenu le pouvoir des Titans, on voit les décennies défiler derrière, même plusieurs guerres, jusqu'au jour où un enfant avec son chien dans un monde post-apocalyptique arrive à cet arbre indiquant que tout va recommencer. C'est une des raisons qui fait que la fin a énormément déçu, c'est que le message donné par ce petit enfant qui pourrait réobtenir le pouvoir des Titans dit essentiellement que tout ce que Eren, Armin, Mikasa et toute la clique ont fait au cours de ces 10 dernières années, c'était
c'était pour rien. Mais moi, si je l'aime cette fin, c'est parce que de un, elle me donne froid dans le dos, et de deux, c'est parce qu'on se met ici à la place de Eren en tant que spectateur. On voit tout exactement comme lui, mais on ne peut rien changer. Et tout comme Eren, c'est pas parce qu'on voit tout qu'on comprend tout. Eren, jusqu'à un âge avancé à la fin de la saison 3, il pensait que ce que Google définit comme un peu plus qu'1 million d'habitants, c'était tout ce qui restait sur l'humanité. Il pensait que l'île du paradis, c'était le berceau du dernier espoir de survie de la race humaine. Et là, il découvre qu'il y a des continents à travers le monde où il y a d'autres humains. Même avec l'omniscience d'un dieu, Eren, il a toujours une compréhension humaine. Forcément que la transition s'est pas faite de manière douce. Est-ce que vous vous rappelez de l'épisode de Futurama où Fry va combattre des méchants envahisseurs aliens avant de se rendre compte que c'est la Terre qui est en train d'envahir leur planète? Et une petite minute, c'est votre planète d'origine? Alors c'est nous les méchants envahisseurs aliens? Exact. Alors j'imagine que vous allez en tirer une bonne leçon. C'est à peu près la même chose avec le grand terrassement. Eren, il est en train de justifier ses actions par le fait qu'il est en train de démolir des civilisations qui sont totalement aliènes à ses croyances. En fait, on n'a même pas besoin de Futurama, juste ouvrir un livre d'histoire. Et surtout, sa logique étant que, peu importe ses actions, il va venir éliminer 80% de la population mondiale et faisant que à l'extérieur des murs comme à l'intérieur des murs, il reste à peu près la même quantité de personnes. Le but étant littéralement de nerfer l'humanité pour que la prochaine grosse guerre n'arrive qu'après la mort de ses amis. Façon totalement niaise et sentimentale de voir les actions posées par tous les personnages de l'attaque des Titans et par le destin qui les attend, laissant le rationalisme totalement au placard. Ce qui vient établir quelque chose, Eren est humain. Il est très imparfait et même s'il n'avait pas de choix, entre guillemets, il avait des actions à poser, des actions qui ne peuvent être comprises que par son esprit humain, laissant le rationalisme totalement au placard. Ce qui vient établir quelque chose, Eren est humain. Il est très imparfait et même s'il n'avait pas de choix, entre guillemets, il avait des actions à poser, des actions qui ne peuvent être comprises que par son esprit humain. Mais aussi une jolie déclaration, si sous cet arbre, l'histoire de Eren s'achève, l'histoire avec un grand H, elle n'a pas de fin, tant que l'existence continue et elle peut être lue de multiples façons. Par exemple, le petit garçon avec le chien, moi j'ai vu énormément de théories comme quoi il va absolument pas réveiller le pouvoir des Titans. Des théories comme quoi le parasite de la source de toute vie a simplement donné ce pouvoir à Ymir parce qu'elle était en fuite et blessée et qu'elle avait besoin d'un corps plus puissant pour survivre. Si ça se trouve, le petit garçon, il est simplement en train d'explorer et de chercher de la bouffe. Il va peut-être avoir le pouvoir de contrôler les plantes pour être capable de faire pousser de l'agriculture plus rapidement, de sentir les cours d'eau, pour être capable d'établir de façon stratégique une nouvelle civilisation. On ne le sait pas. Selon donc cette théorie, le parasite te donne ce dont tu as besoin dans la limite de ses possibilités. Et si vous, par rapport à la fin, vous avez une lecture différente, d'un, manifestez-vous en commentaire, et de deux, ça vient prouver une partie de ce que j'ai dit dans cette vidéo. Comme quoi, tout comme Eren, nous avons été témoins des événements de l'œuvre de façon objective, mais que c'est subjectivement que nous la comprenons, l'apprécions et en tirons nos conclusions. Eren, c'est quelqu'un qui a eu ni choix ni libre arbitre et qui a été sacrifié à cette entité métaphysique qu'on appelle le destin. Ce qui ne vient absolument pas dire que c'est pas lui le méchant de l'histoire. Si vous me demandez, le véritable méchant selon moi, c'est le roi Fritz, parce que c'est dû à ses actions horribles que la guerre s'est étirée sur plus de 2000 ans. Mais il n'est qu'un catalyste. On pourrait dire que si on considère Eren comme un vrai vilain, que la grande antagoniste de l'œuvre, c'est Ymir en elle-même. Principalement parce qu'elle a eu droit au pouvoir des Titans et est la seule à avoir eu un véritable libre arbitre là-dedans, qu'elle n'a jamais été capable d'assumer les grandes responsabilités venant avec ce grand pouvoir. Ça, c'est en oubliant le fait qu'elle était totalement gaslightée sous le contrôle du roi Fritz. On peut dire que comme Eren était esclave de son destin, Ymir était esclave de Fritz. En fait, c'est explicitement dit dans l'œuvre que Ymir était l'esclave de Fritz. Ce que je veux dire, c'est que physiquement, elle a eu le pouvoir de s'affranchir, mais qu'elle ne l'a pas fait par amour pour le roi. Un libre arbitre que Eren n'a pas eu et que c'est pour ça qu'elle est un catalyste pour tout ce qui s'est passé dans la série. Je vais donc, une fois n'est pas coutume sur cette chaîne, vous donner une réponse bien claire ici. Oui, Eren est un antagoniste, mais pas un antagoniste comme les autres. Dans la vidéo sur Itachi, je disais que Itachi il avait le choix entre trahir sa famille et trahir le village, et que peu importe le choix qu'il faisait, il devenait un traître, et donc s'alignait sur un axe un peu moins moral. Que dans le fandom, je trouve ça très difficile de l'apprécier comme étant un héros, alors que dans les faits, dans son écriture, il était fait pour devenir un méchant et qu'il n'a pas eu le choix. Il a juste eu le choix de qui
il trahit. Choix qu'Eren n'a pas eu, il était à la seconde où il a vu l'avenir condamné, comme tous les autres utilisateurs du titan d'attaque ayant accès à ce pouvoir. On peut même imaginer que ses souvenirs et les actions sont transmises d'un autre à un autre, leur personnalité s'entremélangent jusqu'à ce que Eren ne devienne qu'un mélange de ces 2000 ans de choix et de caractères divers. Même le titre du premier chapitre, c'est « À toi 2000 ans plus tard ». C'est Ymir qui laisse Eren en charge d'accomplir son destin qui a été écrit il y a plus de 2 millénaires. Et le titre du dernier chapitre, c'est « L'arbre sur la colline ». Moi, je le vois comme un symbole de l'histoire qui se répète et s'enchaîne. Parce que cet arbre, c'est là où le manga commence avec Eren qui dort en dessous, c'est là que le pouvoir des titans est né avec Ymir, et c'est là que l'histoire se termine, que la personne témoin le veuille ou non. Quelque chose qui ne changera pas autant que l'on le veuille, que ce soit la fin de l'œuvre, que ce soit l'origine et le pouvoir des titans, que ce soit la moralité et le comportement de Eren. J'ai dit tout à l'heure que Jäger c'est l'allemand pour chasseur, comme Eren se révolte et veut éliminer et chasser ses ennemis. C'est même présent dans le premier opening. Les paroles en allemand veulent dire « Sommes-nous les proies? Non, nous sommes les chasseurs ». Mais aussi que Jäger c'est un oiseau en cage, que Eren représente ici cet oiseau qui veut s'envoler mais ne le peut pas. Mais je vais vous donner maintenant ma lecture personnelle. Je pense que c'est un hybride des deux. Et que Eren est à la fois l'oiseau et le chasseur, un oiseau de proie, en quête de liberté, mais en faisant ce à quoi la nature et le destin l'ont programmé. Tout comme un aigle fondant sur sa proie, Eren commet l'acte de violence parce que c'est ce à quoi l'histoire s'attendait de lui. Eren est un méchant, un vrai antagoniste qui a pris cette position parce qu'il est né dans ce monde, parce que son existence fut sacrifiée au déterminisme et parce que tous les choix qu'il n'a jamais faits, ceux qui viennent aider les gens qu'il aime, ceux qui viennent les blesser, ne sont qu'une suite de causes et de conséquences qui toujours étaient destinées à se reproduire. Ce qui vient de faire de Eren un personnage très particulier dans le sens où il a pu poser des choix et des actions et où après des années d'existence s'est rendu compte que, tout comme Ymir, il n'était que l'esclave d'une puissance supérieure. Sur ce, mes amis, j'ai fait il y a peu une vidéo sur les personnages que j'ai jamais alignés et mon alignement ne va pas changer pour Eren. Je le mets à loyal neutre, mais avec un bon penchant pour le neutre mauvais. Soyez sûr d'argumenter en commentaire. Vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo ou cliquer juste là pour parler plus de l'attaque des titans. Dites-nous en commentaire de quel autre sujet on devrait traiter et tant qu'à être là, pourquoi ne pas vous abonner et activer la cloche au passage. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus amples explorations de notre omnivore.